Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 22 janvier dernier, la Cour constitutionnelle marocaine a rendu une décision très attendue sur la loi portant réorganisation du Conseil national de la presse. D'abord, comment cette décision a-t-elle été prise? Sur quelle base et dans quelles limites? Eh bien, sachez que la Cour a été saisie par 96 de nos députés. Elle a ainsi examiné le texte, adopté, rappelons-le, par le Parlement et qui en a validé l'essentiel. Mais la Cour a aussi censuré plusieurs articles structurants. Sur la composition du Conseil d'abord, la Cour a estimé que l'écart prévu entre les représentants des éditeurs et les journalistes ne reposait sur, je cite, aucun critère objectif. Elle y voit aussi une atteinte au principe d'égalité et de démocratie consacré par notre Constitution. Deuxième point, la représentation des éditeurs. Le texte permettait à une seule organisation de capter l'ensemble des sièges. La Cour a rappelé ainsi que le pluralisme professionnel est une exigence, là aussi, constitutionnelle. Troisième élément très important, la discipline. La Cour a jugé contraire au principe d'impartialité le fait qu'un responsable puisse intervenir à la fois dans la décision initiale et dans l'instance d'appel. Et la Cour s'est également arrêtée sur la question de la parité en relevant une absence des mécanismes juridiques qui garantissent son effectivité. Conclusion, la réforme n'est pas remise en cause sur le principe, mais le législateur est désormais tenu de revoir les dispositions censurées pour les aligner sur les exigences constitutionnelles. Alors la question est donc de savoir comment réécrire ce texte pour garantir à la fois l'autorégulation, le pluralisme et l'équilibre professionnel sans recréer les mêmes blocages politiques ou autres. Je reçois pour le débat ce soir le directeur de publication de site yabiladi.com. Bonsoir. Et c'est intéressant parce que nous avons déjà eu ce débat sur ce Conseil national de la presse. Droit de suite. Droit de suite, voilà. Exactement. Après cette décision quand même inédite de la Cour constitutionnelle. Et on ne peut pas parler de constitutionnalité sans recevoir Monsieur Constitutionnalité. Il est juriste, il est professeur de droit, plusieurs casquettes et c'est toujours un unique plaisir de l'accueillir. Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Donc, d'abord, parlons de cette décision de la Cour constitutionnelle. Que nous dit exactement cette décision sur la réforme, professeur Sahimi? D'abord, il faut saluer le travail de la Cour constitutionnelle. Imaginez si cette Cour constitutionnelle n'avait pas les attributions qui lui avaient été confiées par la Constitution 2011, dans quelle situation nous serions? Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'elle est là pour veiller au strict contrôle de constitutionnalité des lois adoptées par le Parlement et même des lois organiques. C'est extrêmement important. Donc c'est un rempart et un fondement de l'état de droit. Je regrette par ailleurs qu'au niveau de la pratique législative, le gouvernement ne s'inspire pas des mêmes référentiels. Enfin, on a une Constitution de 2011 qui définit un certain nombre de principes. Et voilà donc, c'est pas la première fois, mais voilà un texte important sur la réforme de la loi sur le Conseil national de la presse qui fait l'objet d'une censure extrêmement précise de cette juridiction constitutionnelle. Ce que je voudrais relever aussi, c'est pourquoi un texte pareil a été préparé, voté par le Parlement et soumis en l'état à la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle dans notre vocabulaire de juriste les insuffisances de la légistique. C'est quoi la légistique? C'est différent de la législation. La légistique, c'est la technique et la méthode qui sont relatives à la forme et au fond pour ce qui est de l'écriture des textes législatifs. C'est une technique particulière, donc, qui veille de manière sourcilleuse précisément au respect de la Constitution. Alors, autre point sur la procédure, vous l'avez évoqué, c'est une loi qui a fait l'objet donc d'un recours de l'opposition auprès de cette juridiction constitutionnelle. Il y a eu 96 députés de la Chambre des représentants qui ont saisi. C'est l'article 132, alinéa 3 de la Constitution qui permet cette procédure. Il faut qu'il y ait plus d'un cinquième des membres de la Chambre des représentants. En l'occurrence, la Chambre des représentants compte 395 membres. Un cinquième, ça fait 79, donc il y en a 17 au-dessus de cette barre. Ces députés-là
on le comprendra, hein, font essentiellement partie de l'opposition. De l'opposition, évidemment, vous avez raison de le relever, les députés de la majorité sont plutôt frileux, si je puis dire, et je vais être nuancé, et ils ont préféré regarder ailleurs. Voilà, oui, mais... La majorité. Oui, mais ça vous donne une idée du fonctionnement de l'institution constitutionnelle. Quand il s'agit de respecter la Constitution, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Alors, fait intéressant, parce qu'il faudrait peut-être rappeler aussi, vous avez rappelé le contexte juridique constitutionnel, il faudrait peut-être aussi rappeler le contexte législatif et les conditions dans lesquelles ce texte de loi a été adopté, dans les deux chambres d'ailleurs, c'est Mohamed Zouar, aussi un rappel des faits. Comment on en est arrivé là? Exactement. Oui, alors ce qui est important, c'est de rappeler qu'effectivement la réforme était nécessaire pour apporter un déblocage à une situation, de la situation du Conseil national de la presse. En fait, le Conseil national de la presse devait convoquer de nouvelles élections. Ça n'a pas été fait. Il y a eu un débat sur est-ce que c'est prévu, qui doit le faire, est-ce que c'est le président ou le bureau du Conseil national de la presse ou pas. Bref, c'est resté, même si le mandat a été prolongé une première fois, il n'y a pas eu la possibilité de convoquer ces élections pour le renouvellement donc, des membres de ce Conseil national de la presse, avec des résistances en interne, notamment à la tête de ce Conseil national de la presse. Le ministère, finalement, à la fin du premier mandat, à la fin de la prolongation du mandat, a décidé de nommer une commission provisoire pour travailler le texte législatif, ou faire des propositions en tout cas, faire des consultations et des propositions au ministère pour avoir un projet de loi autour de ce Conseil national de la presse. Et il a nommé qui? Il a nommé les personnes qui étaient à la tête du Conseil national de la presse et qui ont fait blocage et qui n'ont pas résolu la situation, plus des membres qui font partie d'une seule et même association. Et c'est là, en fait, déjà où tout le problème est né. C'est une opposition entre les membres de cette association et le reste de la profession, et une volonté de faire une loi sur mesure qui va servir les intérêts, on y viendra plus tard, notamment des plus gros médias, principalement, qui constituent cette association, au détriment des journalistes, au détriment d'un certain nombre d'éditeurs de presse, notamment par exemple la presse régionale. Et en fait, le texte de loi a été fait avec des consultations qui ont été relativement légères. Les propositions qui ont été faites... D'où les contestations. Voilà. La Fédération marocaine des éditeurs de journaux a fait un mémorandum, un mémorandum. Il y a eu l'UMT qui a suivi, la CDT, le SNPM, dont est issu le président de ce CNP, de l'ancien CNP, qui aussi s'est inscrit en faux par rapport à critiquer cette commission provisoire. Mais malgré ça, malgré les alternatives ou les propositions alternatives, ils n'ont pas voulu en tenir compte, ce qui a donné un projet de loi, des propositions et ensuite un projet de loi qui est, et on le disait dès le départ, qui ne peut pas être validé constitutionnellement. Oui. Avec certains points qui sont ressortis, on en avait parlé dans cette émission, notamment le fait que les journalistes avaient un système de vote assez classique, sauf que les éditeurs, les patrons de presse, par contre, avaient un système de vote qui était complètement différent. Donc déjà, on instaurait une dichotomie entre les deux corps de cette... avant, il y avait une parité, il n'y a plus de parité, c'est 7 journalistes et 7 plus 2 éditeurs de presse, et c'est seulement une seule liste, la liste avec des droits de vote supérieurs en fonction du chiffre d'affaires, qui gagnait, qui raflait la mise. Et donc, on se retrouvait avec la possibilité d'avoir cette même association qui allait être à la tête de ce CNP. Mais pourquoi c'est important pour les Marocains, c'est Mohamed Zouar, d'autant plus pour le Maroc déjà, et pour les Marocains? Pourquoi ce Conseil national de la presse est-il important pour l'image de notre pays, pour l'image démocratique de notre pays, mais pour les Marocains aussi qui nous regardent aussi? C'est une très bonne question. C'est en fait un organe d'autorégulation. C'est-à-dire que le Maroc a décidé à un moment de sortir, d'extraire toute la gestion du secteur pour qu'il soit autorégulé et qu'il ne dépende plus ce qu'on appelait avant le ministère de la Communication, qui est devenu le ministère de la Culture et département de la Communication. Et donc l'autorégulation signifie quoi? C'est que c'est aux journalistes, au secteur, aux membres de ce secteur, de s'autoréguler avec 7 membres, par exemple, journalistes, 7 membres éditeurs de presse,
avoir une parité et faire en sorte qu'ils se mettent d'accord. Et donc il y a une indépendance dans la gestion du secteur, avec les attributions, enfin la distribution des cartes de presse, la subvention, les arbitrages ou la partie disciplinaire. Bon. On a eu un triste épisode malheureusement. Et donc tout ça a fait que la première version de ce CNP avait plutôt bonne presse, j'allais dire, au niveau international. L'intention était bonne. Le Maroc avait un Conseil national de la presse où vraiment c'était les journalistes qui s'autorégulaient. Oui. Et ça, c'est plutôt rare dans des pays du Sud global, comme on dit. Et donc, c'était plutôt salué dans les instances internationales, au niveau des partenaires des autres pays, et beaucoup de pays venaient même s'informer de cette expérience qui était assez réussie pour le coup. Et là, on se retrouve avec justement les critiques qu'on pouvait avoir avant ce Conseil national de la presse. Eh bien, et d'ailleurs, c'est un peu aussi la critique ou la décision du Conseil constitutionnel, c'est cette autorégulation doit se faire en toute indépendance. Et là, on se retrouve avec tout un processus politique qui a été fait où il y a eu très peu de consultations et donc un pouvoir politique qui a une influence sur cet organe d'autorégulation, malheureusement. Et ça fragilise aussi cette image démocratique du pays, du Maroc à l'international. En complément à ce qui a été dit, il n'y a pas une seule version de ce projet de loi. Il faut rappeler à nos téléspectateurs, ce projet de loi a été adopté en 2018 par le gouvernement Othmani sortant. Et les membres de ce conseil avaient un mandat de 4 ans. Le problème s'est posé donc en octobre 2022, après 4 ans. On a découvert en octobre 2022, divine surprise, que ce texte-là présentait une insuffisance, c'est-à-dire les conditions et les modalités d'organisation des élections. Ça vous donne une idée quand même je vais le dire, de la malgouvernance. Comment un texte comme ça a pu passer tous les filtres et tous les circuits du ministère de la Communication de l'époque, le filtre du secrétaire général du gouvernement où il y a d'excellents juristes, je puis le dire, etc., qu'il était présenté au Parlement et qu'il ait donné lieu à cela. Alors, quelques semaines avant octobre 2022, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait une solution simple, c'était de prévoir des dispositions supplémentaires pour ce qui est des modalités d'élection des journalistes qui étaient un manque. Ça n'a pas été fait, on s'est installé du fait d'un certain lobbying, il faut le dire, de ceux qui avaient un statut au sein de ce Conseil national de la presse, il faut parler clairement, tout ça, qui ont dit non, nous allons voir, etc. Et c'est comme ça que le nouveau gouvernement, avec le ministre compétent, donc, a proposé cette formule bâtarde d'une commission provisoire. On n'a jamais vu dans la pratique institutionnelle une commission provisoire prendre la suite d'une commission formelle qui avait été prévue. Ce travail a été fait avec plusieurs versions, Alors, quelle a été l'approche du département de la communication pour la énième version finalisée à laquelle vous avez fait référence? Fondamentalement, ceci, la place accordée à des groupes d'affaires. Je crois que c'est extrêmement important. Ça se retrouve avec la surreprésentation des éditeurs. Le Conseil national fait 19 membres, si vous le permettez. Il y a 7 éditeurs, c'est une surreprésentation. Il y a seulement 7 journalistes. Et donc, ça pose un problème de légitimité démocratique que vous avez évoqué. Et ça fait partie des fondements constitutionnels mobilisés par cette décision de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Et puis, il y a le fait que c'est contraire à l'article 28 de la Constitution pour ce qui est de l'autorégulation. Et les principes qui ont animé et fondé la censure des 5 articles de ce projet de loi par la Cour constitutionnelle sont les suivants. Le principe d'égalité devant la loi, puisque la représentation n'est pas égalitaire, le principe de l'indépendance, également le principe de l'autorégulation de la profession qui doit être un référentiel central dans notre édification institutionnelle, c'est l'esprit de la Constitution de 2011, et puis également le respect de la séparation des pouvoirs, puisqu'il y a un débordement de l'exécutif sur un domaine qui n'est pas le sien, c'est pour ça qu'il y a cette prise en main, et puis la garantie d'un procès équitable. Voilà ce qui a servi à la Cour constitutionnelle. Mais il y a aussi le contrôle, à l'article 132, le contrôle a priori ou le rôle correctif du Parlement. Que signifie cela ?
Ben, ça veut dire que le Parlement aurait dû faire son travail. Il y a d'excellents juristes au Parlement, notamment au niveau de la commission de la législation. Oui. Et si ce travail avait été corrigé par la commission de la législation, on aurait eu donc un texte qui aurait été plus facilement traduit, validé par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la difficulté, elle est là. La difficulté, c'est au niveau de la commission de la législation du Parlement. C'est souvent un membre de la majorité qui préside, il y a d'autres, et puis etc. Et donc c'est la loi et la machine de la majorité qui fonctionne, sans donner beaucoup de place ni de crédit aux voix de l'opposition. Alors, rappelons qu'il y a eu plusieurs amendements de l'opposition. Une trentaine, il y a eu une volonté de passage en force. C'est-à-dire qu'au début, d'ailleurs c'était sur votre antenne, le ministre, M. Ben Saïd, avait dit que 80% des amendements allaient être acceptés, etc. Et au final... Mais pas les essentiels qui sont ressortis. C'était que des amendements accessoires et très peu d'amendements fondamentaux. Et au final, toutes les critiques qui avaient été formulées et qui, même d'anciens ministres, 5 anciens ministres de la communication avaient critiqué ce texte, toutes les critiques formulées, elles se sont retrouvées... Pardon ? Il les avait les ministres, oui. Les anciens ministres avaient les anciens ministres de la communication. Oui, sur quel canal ils ont critiqué cela ? Alors c'était soit dans des événements, dans des conférences, mais aussi dans leurs journaux respectifs. Dans des débats. Voilà, ou dans des débats, mais qui avaient critiqué, pour le préciser aux téléspectateurs. Et ces 5 ministres, l'ensemble la quasi-totalité des organisations syndicales et patronales du secteur ont critiqué, ont formulé avec l'opposition politique des critiques fondamentales. Tout ça, malheureusement, ça a été ignoré. Et j'irai même encore plus loin, c'est que le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a fait exactement les mêmes critiques. Et le CNDH. Et le CNDH, qui a fait d'ailleurs un processus, qui a mené un processus de consultation qui, à mon sens, était meilleur que celui qui avait été organisé par la commission provisoire. Ouais. Ils étaient beaucoup plus à l'écoute des syndicats, des journalistes, des patrons de presse, etc., pour justement recueillir un maximum d'avis, pour comprendre qu'est-ce qui bloque au niveau de ce projet de loi. Et malheureusement, ça n'a pas été fait avant. Et effectivement, on a un texte qui a passé tous les filtres, alors qu'il y avait des articles anticonstitutionnels. Des corrections. Alors, il faut ajouter un point, c'est ce processus-là. Ce qui me paraît problématique, c'est quand même le décalage qu'il y a entre les normes supérieures qui sont celles de la Constitution de 2011 et l'utilisation de ces normes, leur implémentation dans des textes. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est inexplicable et qui est regrettable, alors que ce gouvernement devrait veiller précisément, se conformer précisément donc à la Constitution de 2011. Autre point, vous avez fait référence au CESE, il faut le rappeler, les décisions du CESE sont quand même intéressantes. Recommandations. Comment ? Les recommandations du CESE. Les recommandations, c'est un avis. Oui, c'est un avis, mais est-ce qu'elles sont prises en considération, que ce soit pour le CNP ou autre ? Qui n'est pas rangé dans un tiroir, c'est un avis d'une institution constitutionnelle. Oui, il faudrait peut-être expliquer qu'ils ne sont pas rangés dans un tiroir, est-ce qu'ils sont pris en considération ? C'est ça. Donc ils sont rangés dans un tiroir. Ils n'ont pas été pris en considération pour le coup. Vous savez, de manière générale, c'est le sort, hélas, de beaucoup d'avis, de rapports d'institutions constitutionnelles, le CNDH, le CESE, la Cour des comptes. Oui. Je vous signale quand même, moi j'aime rappeler que Cédric Jotto, quand il était président de la Cour des comptes, avait dit combien il aimerait que les parlementaires travaillent davantage sur les rapports de la Cour des comptes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'avait dit le CSE ? Que c'était une atteinte à l'autorégulation parce que ça réduit l'élection au profit de la désignation, également une présence excessive de l'exécutif, notamment dans la composition et le fonctionnement avec les 7 membres éditeurs. La faible, oui, ça aussi c'est important, ça n'a jamais été abordé, la faible prise en compte des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, c'est-à-dire notamment le numérique, la presse régionale, on est resté au niveau de la presse écrite, et puis il avait recommandé ceci, il dit oui, mais réformer sur la base du respect de la liberté de presse et de redonner de la crédibilité à l'autorégulation avec cette précision terminale. Et il a dit qu'il faut se garder d'une approche, il faut privilégier une approche participative et non plus une approche, je cite,
technocratique, voire sécuritaire. Mais quelle crédibilité quand on voit autant de dissensions au sein de la profession, Mohamed Zouak? Bon, la dissension, elle est tout à fait... Enfin, elle est gérable. Elle peut même être saine, d'une certaine manière. Mais elle a mené au blocage. Elle a mené au blocage qui dure depuis plusieurs années maintenant. Le blocage, c'est que justement, il y a eu une organisation qui a fait du forcing pour avoir une loi prête à l'emploi et qui va servir plutôt une partie et au détriment, comme je disais, des journalistes et du reste des éditeurs, du reste des patrons de presse. Et cette volonté, c'est d'une certaine manière de dévier la trajectoire du CNP pour des intérêts d'une frange des patrons de presse. Quels sont ces intérêts? Qu'est-ce qu'implique un déséquilibre dans un organe d'autorégulation? Des intérêts statutaires. Statutaires? Des intérêts économiques aussi, puisqu'il y a un objectif derrière, parce qu'il y a la subvention à la presse qui est organisée au Maroc depuis plus d'une vingtaine d'années. 280 millions de dirhams. Tout à fait, et qui donc est attribuée en fonction de certains critères. Forcément, quand on a le pouvoir de changer ces critères, eh bien, ça permet d'aiguiller les revenus, enfin ces subventions, vers plutôt tel acteur parce qu'il a plus de besoins, il est plus gros. Et donc, c'est d'ailleurs c'est tout un débat qu'il y a eu entre les différentes associations patronales et les syndicats de journalistes. C'était de dire non, on ne peut pas changer complètement les critères d'attribution de la subvention. Donc il y a aussi des intérêts financiers et économiques. C'est une rente et un levier d'influence. Est-ce que le blocage ne risque pas de durer dans le secteur à cause, encore une fois, je remets le curseur sur ces différentes représentativités de la profession? Il faut savoir que la majorité est d'accord. En tout cas, la majorité est tombée d'accord sur ce texte n'est pas acceptable possible pour l'avenir. Est-ce que cela signifie qu'on pourra quand même aspirer à ce qu'on ait un secteur qui soit déjà... Mais c'est quoi quelle est la garantie? Oui, on n'a pas le choix, mais quelle est la garantie pour qu'il y ait moins de... Parce qu'on le voit, il y a vraiment des... Oui, c'est très tendu entre les différentes associations. Il n'y a pas le choix pour ce gouvernement que de corriger le projet de loi soumis à la Cour constitutionnelle. Je ne parle pas du gouvernement, Moustapha Sremi, je parle de la profession, comment elle s'organise. Oui, mais avant la profession, il y a le texte qu'il faut revoir. Mais le gouvernement, comment le gouvernement voit-il la profession quand on voit que c'est des guéguerres c'est important, la procédure. Quand même. Ce texte revient au Parlement, il doit être redélibéré par les deux chambres du Parlement et validé. Oui, mais on va y revenir, parce que bon, les délais... La décision de la Cour constitutionnelle n'est pas susceptible d'aucun recours. Maintenant, vous avez parlé de la profession, c'est au gouvernement, réunir les uns et les autres, etc., et faire enfin un débat de participation pour présenter un texte qui puisse passer les filtres et le contrôle de la Cour constitutionnelle. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le ministre doit rester sur son rôle, j'allais dire, d'arbitre ou de personne qui, un peu comme le dialogue social, de membres du gouvernement, d'autorité gouvernementale, qui va réunir les différentes parties. Et non pas favoriser une partie plutôt que les autres. Et donc, s'il revient dans son rôle d'arbitre ou de coordinateur pour des différentes parties au sein du secteur, il est possible qu'effectivement on revienne sur des discussions constructives et une élaboration ou une rectification de ce projet de loi pour qu'il corresponde un peu plus aux attentes et aux aspirations et des journalistes et des patrons de presse, de la majorité en tout cas. Il n'y a pas le choix. C'est une évidence. Et comment éviter que la gouvernance du CNP ne devienne conflictuelle, ou plutôt j'ai envie de dire ne reste conflictuelle? Mais si on a des élections libres et indépendantes, c'est la majorité qui, comme le premier CNP n'était pas préservé de toute critique. Il y avait des critiques. Moi-même, j'avais des critiques vis-à-vis de la première version du CNP. Mais dès qu'il y a des élections libres, indépendantes, justes, une fois que une majorité, enfin des membres, une partie gagne, enfin plusieurs candidats gagnent ces élections,
au bout d'un moment, on laisse justement faire le suffrage, faire ce travail, laisser ce travail. Mais est-ce qu'on peut réguler par suffrage une profession quand une composante est numériquement dominante? Oui. C'est-à-dire numériquement dominante, c'est quelle composante? Vous parlez d'une association en particulier? Exact. Non, mais les associations, en réalité, il n'y a pas... Enfin, il peut y avoir des différences, etc. Mais... Non, quand je dis association, c'est ce qu'elle représente. C'est-à-dire on a les éditeurs d'un côté et les journalistes de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut une parité. C'est pour ça qu'on doit être 7 et 7, comme la première version. Je milite pour ça, qu'il y ait 7 journalistes et 7 éditeurs, qu'on reste sur cette parité, que le président soit élu. Il y avait même eu un gentleman agreement sur la première version pour se dire... Pendant 2 ans, le président sera plutôt issu du collège des journalistes. Pendant 2 ans, issu du collège des éditeurs. Et ça se passait plutôt bien. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème bloquant sur la première version. Il faut, si vous le permettez, dans le sens de ce que vous avez dit, une représentation démocratique des différents collèges. Collège des éditeurs, collège des journalistes. Il y a un autre aspect qui va vous intéresser, vous qui êtes une féministe militante. Oui, la parité. Censurée d'ailleurs. Je ne suis pas militante. Militante au sens professionnel du terme. Oui, bon. Ça peut passer. Oui. Si vous le dites. Nous sommes tous féministes d'ailleurs dans ce plateau. Bien. Sans militance. Voilà. C'est le fait que la Cour constitutionnelle a posé un problème de la parité homme-femme. Oui. Et elle a soulevé notamment la censure de l'article 57 de l'alinéa 1er, qui est contraire donc aux dispositions de l'article 118 et 120 de la Constitution, où elle dit qu'il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme en amont pour la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le projet de loi qui a été censuré, il ne prévoit pas. Il prévoit quoi? Il prévoit un président et un vice-président de sexes différents, mais il ne va pas au-delà. Il ne s'intéresse pas donc au problème du respect du principe genre, etc. Ça aussi, c'est une lacune. Mais, bon, moi j'aimerais bien qu'on comprenne aussi si, effectivement, la réforme, elle n'est pas automatiquement annulée, c'est-à-dire elle n'a pas bloqué, la Cour constitutionnelle ne bloque pas la réforme, mais elle censure des mécanismes, ces mécanismes qu'on a évoqués. En gros, j'ai envie de vraiment... Est-ce que cette décision est une contrainte pour le législateur? Évidemment. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une marge? Est-ce qu'elle laisse une marge? C'est ce que je dis tout à l'heure, je me permets de le répéter. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Mais c'est limité aux griefs soulevés par les députés ou la Cour a élargi son contrôle? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est maintenant la procédure? Le gouvernement reçoit un texte censuré, une loi censurée par la Cour constitutionnelle. Il est tenu de la réexaminer, à moins qu'il décide, après tout, pourquoi pas, sur le papier, dire, bon, écoutez, on verra ça après avec la prochaine Chambre des représentants. Mais c'est difficile d'étaler son incompétence et sa frilosité parce qu'un texte a été censuré par la Cour constitutionnelle. Et il doit revoir ce texte-là en tenant compte des censures, des points de censure de la Cour constitutionnelle à propos notamment de 5 articles, revalider ce texte-là au niveau du Conseil de gouvernement, on reprend tout le circuit, le déposer à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers et le soumettre de nouveau à la Cour constitutionnelle. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est cette lecture politique. Au-delà de la lecture institutionnelle, la lecture politique de cette réforme et ce qui va venir. C'est Mohamed Zouar. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une claque politique qui a été administrée par le Conseil constitutionnel, puisque la Cour constitutionnelle, parce que contre vents et marées, le ministre a voulu aller jusqu'au bout. A réussi. Il y a quand même cette logique de passage forcé. Voilà, parce qu'il y avait la majorité, donc on y va, on ignore les amendements, on ignore le dialogue et on fonce contre vents et marées. Là, il y a un stop net et donc il doit revoir sa copie et il doit revenir à la table, j'allais dire, des négociations ou en tout cas des consultations pour élargir. En plus, ça arrive à un moment quand même un peu particulier.
on est en pleine année électorale. C'est ça. C'était ma prochaine question. Voilà, il y avait cette urgence de la part du ministre de faire accepter. Donc on se souvient, c'est à la Chambre des représentants en juillet, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, la Chambre des conseillers. Il y a eu l'affaire El Mehdaoui, le scandale El Mehdaoui, qui a un petit peu aussi jeter un voile de suspicion sur ce Conseil national de la presse ou sur cette commission provisoire, et notamment le comité d'éthique. Et donc, il y a eu un flottement pendant quelques semaines, et puis finalement, cette loi a été adoptée en Chambre des conseillers, et je pense que le ministre se disait, c'est bon, 2025, on a bouclé ça, 2026, on va pouvoir passer à autre chose, et notamment une année électorale. Or là, c'est la catastrophe, puisque tout s'effondre. Et donc, en pleine année électorale, ça va être très compliqué par rapport à ce que vous disiez, M. Sahimi, et votre question sur le processus. Ça va être très compliqué, sauf s'il y a vraiment une écoute ou un changement complet de mentalité et de process. Ça va être très compliqué en pleine année électorale de pouvoir remettre tout le monde autour de la table et de repasser sur tout le processus, Conseil de gouvernement, Chambre des représentants, Chambre des conseillers, faire passer un nouveau projet et qui soit validé. Là, on est vraiment dans une sorte de triangle des Bermudes législatif. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et effectivement, peut-être qu'il y aura beaucoup plus un report au prochain gouvernement. Donc l'impasse actuelle du secteur, on n'en est pas sorti. Cette décision de la Cour constitutionnelle... Elle rebrasse juste les cartes, en fait. Elle remet à zéro. Elle remet à zéro. Mais est-ce qu'elle ouvre aussi une nouvelle phase d'incertitude ? Tout à fait. Si vous permettez, nous sommes dans un palier où il est susceptible de deux lectures. Nous sommes en janvier 2026. Les élections auront lieu en septembre 2026. Il y a une session qui reste, c'est celle du printemps. Alors, sur le papier, après tout, on peut considérer que ce gouvernement se remobilise et décide donc d'élargir son bilan positif, son bilan réformateur, en faisant passer un certain nombre de textes. C'est une hypothèse qui n'est pas la mienne, mais je peux me tromper, ça m'arrive souvent. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement est fragilisé aujourd'hui. Il est fragilisé par quoi ? Par le fait que le chef de l'exécutif sortant, M. Aziz Akhannouch, n'a plus le même statut ni la même crédibilité politique pour engager les réformes, du fait qu'il n'est plus, lui-même, il n'est plus secrétaire président du RNI. Et donc c'est extrêmement difficile pour un chef de gouvernement qui avait une dimension présidentielle, sinon présidentialiste, de ses fonctions, et comme chef de l'exécutif, et comme chef de son parti, le RNI, d'aller trouver de nouvelles ressources, de pouvoir le motiver pour mener à marche forcée les chantiers qui sont sur la table. C'est pas le RNI qui a porté non plus cette réforme. Hein. Comment ? C'est pas le RNI qui a porté cette réforme. Oui, mais c'est dans le bilan du gouvernement et c'est validé en Conseil de gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Il y a sur la table le projet de loi, évidemment, censuré par la Cour constitutionnelle, mais il y a de grands dossiers. Il y a le dossier de la réforme des caisses de retraite. Le dialogue social. Il y a la réactivation du dialogue social. Il y a également la réforme du Code du travail, sans oublier le Code pénal. Alors je vois mal, mais j'aimerais me tromper, je vois mal ce cabinet se mobiliser de manière ardente et avec fièvre pour arriver au mois de juillet, donc, à faire passer toutes ces réformes-là. C'est pour ça que je rejoins votre interrogation. Nous sommes dans un palier maintenant d'incertitude et de difficulté à engager, à poursuivre les réformes qui sont encore sur la table. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'état actuel et surtout de l'avenir du journalisme dans notre pays ? C'est Mohamed Zouak. C'est vrai que ça a laissé des traces. Hein. C'est assez inquiétant. Depuis Covid, en fait, on assiste à un délitement de la profession et des organes représentatifs de cette profession. Malheureusement, ce débat, que de temps perdu depuis 2022, que de temps perdu, que d'énergie déployée à essayer de remonter un peu le bateau qui est en train de couler pour dire mais cette loi ne va pas passer, pour dire que attention, on est en train d'aller droit vers le mur et on se retrouve aujourd'hui remis à zéro. Mais même pas, c'est pas un retour en arrière
comme si on efface et on redémarre. Non, non, c'est un retour en arrière, mais avec une situation du secteur qui est beaucoup plus, qui a été très fragilisée de par justement ces débats et de par le fait de privilégier plutôt une partie contre les autres, pas contre une autre, mais contre les autres, et une surdité de la part du gouvernement à la diversité des voix, à la pluralité des voix. On peut ne pas être d'accord avec une partie, mais quand on a l'ensemble des syndicats, l'ensemble des représentants, moins une, des représentants des patrons de presse, effectivement, c'est inquiétant. Et là, aujourd'hui, il faut reconstruire sur ces ruines. Et effectivement, sur la situation de la presse, il y avait déjà des problématiques d'un point de vue modèle économique, d'un point de vue de l'accélération des innovations technologiques et donc qui bousculent la situation de cette profession, comme d'autres professions d'ailleurs aussi, l'impact des réseaux sociaux sur le débat public, sur comment s'informent nos concitoyens. Et sur le rôle des médias, c'est-à-dire est-ce que la place du journaliste, non, déjà des médias dans la société, dans l'opinion publique. Elle a été fragilisée. Elle a été fragilisée déjà dans le monde, il y a ce débat-là, mais au Maroc encore plus, puisqu'on était enlisé dans un débat corporatiste autour du Conseil national de la presse. Vous savez, ce gouvernement avait fondamentalement une seule préoccupation, je vais le dire, une préoccupation dirigiste. Dirigiste du secteur de la presse. Ça veut dire il n'était pas intéressé par l'ouverture, la participation, et d'ailleurs, il ne s'est jamais distingué, il faut bien le relever, par l'ouverture ni le dialogue social, que ce soit dans ce secteur-là ou dans d'autres secteurs. Oui, mais on est quand même à la croisée des chemins, on l'a vu, on sort d'une campagne de dénigrement sur le Maroc qui a visé le royaume après cette Coupe d'Afrique des Nations, pendant et après. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et là, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous avons choisi ce sujet très important. Ça ne concerne pas que les journalistes. Aujourd'hui, c'est Mohamed Zouak, nous sommes face à une situation où, on voit que beaucoup de médias sont restés tétanisés devant la gravité de la situation et beaucoup sont interrogatifs finalement. Oui, que valent nos médias? On le voit sur les réseaux sociaux. Oui, on voit beaucoup on pointe du doigt l'efficience du modèle médiatique marocain. C'est vrai qu'il y a beaucoup Nous ne généralisons pas, mais il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit des journalistes, mais aussi des concitoyens qui ne sont pas journalistes, qui ont fait cette remarque effectivement sur où sont les journalistes, où sont les médias marocains pour faire du débunkage, tout simplement, ne serait-ce que ça. Exact. Faire du débunkage. Où sont les journalistes sportifs marocains dans les émissions en France, en Espagne, etc., des émissions de chaînes sportives, où on voit beaucoup d'Africains, d'Africains en général, d'Algériens, Sénégalais, Camerounais, Gabonais, mais très peu de Marocains, voire pas du tout de Marocains. Et ça aussi, c'est inquiétant. Ça montre un délitement, effectivement, de la profession. Une sorte de... On est un peu comme les lapins qui sont paralysés devant les phares d'une voiture. C'est ça. Et nous, journalistes, effectivement, on doit se reprendre en main. On doit remettre nos principes au centre, ce devoir d'informer, les méthodes, revoir aussi les méthodes. Le fact-checking est un élément important là où au moment où on est complètement submergé par les réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'infobésité, où on se retrouve submergé par des informations et notamment des fake news, et c'est là où le journaliste doit jouer son rôle. Pas seulement. Il faut également l'accompagnement des politiques publiques. Bien sûr. Pour donner un certain nombre de facilités, d'avantages. Accompagnement. Oui. Bon, parce que la nuance, elle est très très fine. Et l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le corps médiatique est pointé du doigt, parce qu'il a failli à sa mission, ce qu'il a un peu, pour certains, canaux, pas tous, heureusement. Il a un peu trop accompagné les politiques publiques. C'est tout à l'heure la rente, au début d'émission. Oui, mais c'est-à-dire quel accompagnement? Il y a eu un modèle rentier qui est à revoir. C'était justifié, me semble-t-il, par les 2 années de Covid, parce qu'il fallait sauver le système médiatique, les journaux, etc. En 2026, c'est une autre problématique avec d'autres termes, c'est-à-dire qu'il faut repenser la place et le rôle de la presse, de la communication et des médias dans notre projet de construction démocratique. Pour le dedans, c'est les attentes des citoyens,
et à l'international, compte tenu des problèmes que vous avez évoqués et de l'hostilité d'un certain nombre de réseaux que nous connaissons qui continuent donc à persévérer dans leur hostilité à l'endroit du royaume. D'où ces recommandations du CNDH, on en a parlé tout à l'heure. On appelle à renforcer l'indépendance économique des médias et on appelle à responsabiliser les annonceurs publicitaire. Oui. En termes très concrets, vous êtes à la tête d'un média électronique, yabiladi.com. Comment on peut responsabiliser un annonceur publicitaire ? Alors non, c'est compliqué parce qu'un annonceur publicitaire... Parce que c'est pas un peu idéaliste, utopique quand même. C'est-à-dire que quand on connaît un peu comment ça fonctionne, c'est vrai que c'est compliqué. On ne peut pas obliger un opérateur privé à aiguiller vers les médias son budget, à quel niveau, comment il répartit, etc. Donc c'est très compliqué. Moi j'avais fait une proposition il y a quelques années, je crois que c'était avant Covid. Déjà, c'est les opérateurs publics. Alors, on parle souvent des petites annonces, les annonces légales plutôt, les annonces légales qui doivent irriguer un nombre plus important de médias et pas être restreint que sur certains médias, mais aussi sur le budget publicitaire. Alors, il faut savoir, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, il faut savoir que vous avez des acteurs publics, des opérateurs publics, des entreprises publiques, des administrations qui vont mettre une partie de leur budget publicitaire, digital, sur des grandes plateformes, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Facebook, etc., YouTube, sur ces grandes plateformes au détriment des médias marocains. Alors je ne dis pas qu'il faut faire que des médias marocains. Avec un problème de fiscalité. Avec un problème de fiscalité qui a été remonté. Et de respect de la législation d'office d'échange. Tout à fait. Et là, on touche une question importante, et j'avais fait une proposition à l'époque, c'était de dire, il faudrait tout simplement que déjà... c'est d'abord à l'État déjà de montrer l'exemple. On ne peut pas dire aux acteurs privés, financer les médias privés. Non. Ils le font d'une certaine manière, ils choisissent, ils aiguillent comme ils veulent. Mais les administrations publiques, les entreprises publiques devraient avoir une part de leur budget publicitaire qui doit aller vers les médias qui sont... inscrits comme étant des médias respectables et qui ont le moulin à main, comme on dit, qui sont conformes, qui sont reconnus. Ces médias, Internet, presse papier, etc., qui doivent justement avoir une partie de ces marchés publicitaires qui aujourd'hui, et c'est 80%, vont vers les GAFAM. Les budgets publicitaires vont majoritairement vers les grandes plateformes et c'est quelque chose qui est en train de s'accentuer. Or, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une souveraineté informationnelle et ça passe par quoi ? Ça passe par le modèle économique, ça passe par les finances. C'est-à-dire que si on veut avoir des journalistes qui traitent l'information, débunkent, on l'a vu même sur un événement sportif. On peut débunker et ne pas être accurate, ne pas être précis, être subjectif même en débunkant l'information. Non, bien sûr, après il y a une niveau de qualité. C'est là où rentre une autre... Ça c'est l'information. Il y a un autre ingrédient qui se rajoute un peu à cette recette, et c'est l'influence étrangère. Mais alors, c'est pour ça que je parle de souveraineté. Oui, parce que c'est ce qui m'a interpellé, justement, quand vous parlez de souveraineté. Quand le modèle économique devient fragile et que vous tuez une grande partie, vous tuez financièrement, vous étranglez financièrement une bonne partie du corps médiatique national. Vous vous retrouvez avec... c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Vous vous retrouvez avec plutôt des médias très peu qualitatifs, qui pullulent et qui n'ont pas besoin d'avoir un rendu professionnel, etc. Et ceux qui sont les plus sérieux mettent la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'il reste au final ? C'est des algorithmes des réseaux sociaux qui choisissent quel contenu on va donner aux Marocains. Et aujourd'hui, quand vous voyez le contenu qu'il y a sur X, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, par rapport à la CAN, l'exemple le plus récent, c'est du contenu qui... crée de la polarisation, qui nous blesse, qui va créer des commentaires, qui va créer des partages. La haine, voilà. Et donc, c'est effectivement des réseaux, parfois même des réseaux financés, qui vont alimenter de contenus haineux vis-à-vis des Marocains pour dire, vous avez acheté la CAN, il y a de la corruption, vous avez ci, vous faites ça, etc. Vous nous avez mal accueillis, ou je ne sais quelle autre encore polémique. Et donc, même les médias étrangers, on l'a vu avec des médias, par exemple français, même les médias étrangers commencent à tendre l'oreille vers ces polémiques et se dire « Ah tiens, l'affaire des serviettes, les serviettes gate, cette affaire des serviettes, peut-être que c'est intéressant au niveau des clics, au niveau de l'audience, et donc je vais en parler. » Et donc c'est délirant.
Ouais. Cette affaire de la serviette, c'est Vous avez des médias sérieux qui ont pris à bras-le-corps. de délire, C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ça ramène des clics. Mais bien sûr. Mais oui. Mais Voilà, un autre exemple, c'est sur l'affaire de l'intoxication alimentaire ou l'empoisonnement. Et vous avez des médias qui ont titré empoisonnement de 3 joueurs sénégalais, avec aucune preuve. Mais c'est des médias sérieux qui ont pris le relais de quoi? Qui ont pris le relais des réseaux sociaux. Absolument. Parce que c'était sur les réseaux sociaux le jour de la finale, quand un joueur sénégalais est sorti, et la première rumeur, la première théorie du complot, c'était « Ah, ils ont été empoisonnés ». Moralité, c'est un problème de politique publique qu'il faut mettre sur la table. Ce gouvernement est-il en mesure de mener cette réforme dans les mois à venir? Voilà le dossier qui est posé, je crois. C'est un enjeu crucial, parce que c'est vraiment la souveraineté informationnelle, et on doit au contraire renforcer le corps médiatique, un peu comme un système immunitaire, renforcer le corps médiatique en récompensant, entre guillemets, les acteurs les plus sérieux, et non pas... Il y a le Grand Prix de la presse. Oui, bah alors c'est symbolique, c'est bien. Qu'est-ce que vous appelez par récompenser les Non, quand je dis récompenser, c'est-à-dire que aujourd'hui, on fait l'amour, c'est un agenda. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'autre casquette que je n'ai pas évoquée, que vous aviez aussi une carrière journalistique derrière vous. Ben oui. Oui, mais voilà. Donc, évidemment, mais j'en suis très fier parce que le journalisme m'a donné beaucoup de choses de satisfaction. Mais ça, c'était la deuxième casquette. Oui. La première casquette fondamentale, c'est le droit, exact. Vous le savez. Exact. Non, mais pour dire sur la récompense, entre guillemets... C'est ça, la récompense. Qu'est-ce que la récompense aujourd'hui d'un média sérieux? Qu'est-ce qu'un média sérieux aujourd'hui? Est-ce que c'est un média qui va chercher les vues pour survivre? Alors justement, non. Celui qui va chercher les vues, forcément, il est drivé par les rumeurs, les complots, par ce qui fait le succès. Or, l'audience ne fait pas la qualité. C'est pas parce que tout le monde partage votre post, votre publication, qu'elle est vraie, qu'elle a été travaillée, que l'information a été travaillée de manière professionnelle. C'est tout le contraire. Donc il faut évidemment faire très attention. Il y a des médias, il y a des journalistes sérieux au Maroc. Heureusement, il en subsiste encore. Mais malheureusement, le système de rente dont vous parliez, M. Slimi, a récompensé plutôt justement cette mauvaise monnaie qui chasse la bonne. C'est-à-dire les acteurs qui vont vers des choses un peu faciles, qui vont être des bénis oui-oui, par exemple, ou qui vont servir un agenda politique. Alors que le média qui va faire son travail sérieusement et qui va critiquer telle ou telle partie... Pas juste pour critiquer. Parce qu'il y a un média qui est partisan, et c'est de bonne guerre, et c'est une pratique courante. C'est-à-dire un média opposé. Et c'est même, ça fait partie du jeu démocratique. C'est la pluralité. C'est la pluralité, absolument. Mais là, on ne parle pas de cela. C'est-à-dire que un média de l'opposition qui va critiquer l'action gouvernementale pour la critiquer, pour avancer les pions purement politiques. Mais là, on parle vraiment de médias et l'effet aussi sur ceux qui consomment ces contenus-là, c'est que les Marocaines et les Marocains, l'opinion publique, c'est qu'elle met tout le monde dans le même panier, finalement. Oui, mais d'ailleurs, il y a des termes très péjoratifs pour qualifier les journalistes aujourd'hui en langue française. Je pense qu'il y a aussi la même chose en langue arabe. Mais le journaliste indépendant doit avoir justement cette capacité à critiquer, rien que sur la politique, à critiquer à la fois les partis de la majorité, les partis du gouvernement, mais aussi les partis d'opposition. Et c'est là la particularité d'ailleurs de la presse indépendante, c'est que ce n'est pas la presse partisane. La presse partisane a sa place, mais la presse indépendante doit avoir et c'est cette indépendance-là qui, justement, sur laquelle on doit capitaliser pour montrer la qualité journalistique auprès de nos lecteurs et qu'ils se disent « Ah, effectivement, ils ne sont pas tous pareils. Il y a des médias, que chacun trouve un peu le média qui lui correspond le plus. Ça peut être un média économique, ça peut être un média sportif, ça peut être un média généraliste, un média spécialisé sur l'enquête. Mais c'est urgent aujourd'hui de redonner de la considération au travail journalistique et la place des médias et du journalisme au sein de cette société, au sein de la construction médiatique, démocratique de notre pays, de notre nation. Des vœux pieux, pour l'instant. Malheureusement. Comment sortir de l'impasse sans perdre davantage de crédibilité? C'est la dernière question. Parce que notre sujet aujourd'hui, c'est cette réforme du Conseil national de la presse. Dans un palier dépressif. Si vous voyez ça en tendance et en séquence... Oui, voilà, dépressif dans la forme, pas l'état psychologique. Non, dépressif. Oui. On n'a pas avancé. Il y a une nouvelle constitution de 2011 dont les principes ne sont pas appliqués de manière conséquente. Il y a un projet de loi bancal
qui a été fait dans des conditions particulières, détestables d'ailleurs, du fait du déséquilibre des principes, etc. Et nous sommes en janvier 2026. Il faut espérer qu'il y ait des choses. Je doute que ce gouvernement-ci, à moins qu'il y ait une illumination divine dans les semaines à venir, etc. Après, c'est une question de priorité. Est-ce que le Conseil national de la presse, la réforme du Conseil national de la presse en fait partie? La réforme du Code de la presse et surtout, j'y attache de l'intérêt, les grands dossiers qui sont encore sur la table. Ben voilà, c'est une question de priorité aussi. Tout à fait. C'est une question de priorité, d'agenda politique. Je voudrais juste faire peut-être un petit rappel, ou c'est plutôt un rappel de la Cour aux législateurs. Oui, tout à fait. C'est une piqûre de rappel. Eh oui, mais heureusement qu'il y a cette Cour constitutionnelle. Donc il faut saluer. Il faut saluer un pays où il y a une Cour constitutionnelle qui assume sa mission dans des conditions tout à fait dignes et qui veille de manière vigilante au respect des textes par rapport à la conformité de la Constitution. Si on doit garder une chose positive de cette évolution, de ce texte de loi, c'est vraiment ça, c'est les partis d'opposition qui ont fait leur travail d'opposition et qui ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a fait son travail, qui a retoqué plusieurs articles de cette loi. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on doit saluer et qui est sain d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue démocratique. C'est le Maroc de l'état de droit. Et on en a et des institutions. Il faut le saluer. Bien sûr, et des institutions. Absolument. Juste un dernier mot. Donc maintenant, en attendant la réforme, que devient le CNP? Alors, je parlais du triangle des Bermudes. On est un peu dans une situation inédite, pour le coup. Le CNP avait des attributions. Aujourd'hui, quid? Qui va distribuer, valider les cartes de presse? La subvention. Il a fini son mandat en octobre 2025. 2025. Voilà, la commission provisoire. Exactement, la commission provisoire. Donc, c'est maintenant, le local est en déshérence, en principe. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les membres du Conseil ne peuvent pas être payés. Et nous sommes dans cette situation-là qui est tout à fait baroque. C'est kafkaïen et là, le secteur a besoin. Alors, est-ce que ça va être une nouvelle commission provisoire pour gérer les affaires courantes? Voilà. Parce que là, sinon, on est dans une situation de blocage qui est terrible. Et malheureusement. Et le renouvellement des cartes de presse, etc. Le renouvellement de cartes de presse, la gestion du comité d'éthique, parce qu'il y a des litiges qui doivent être. Voilà, c'est la vie de tous les jours, le quotidien du secteur de la presse. Mais ça doit attendre cette réforme, qu'elle soit sauf s'il y a peut-être une commission provisoire bis. Encore. Peut-être. Vous voyez que mon collègue et moi, on vous remonte le moral. Enfin, oui, parfaitement. Parfaitement. C'est là où, quand vous parliez du dépressif, c'était le cas de le dire. Bon, en tout cas, nous gardons quand même espoir pour une profession qui est portée, aussi rappelons-le, par celles et ceux qui travaillent très dur pour l'information vérifiée, précise, objective et qui font tout simplement bien leur travail et qui veulent vraiment donner cette image la vraie image du journalisme comme il se doit. Merci en tout cas. Vous en faites partie, Mohamed. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et bien sûr, merci à vous aussi. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.